merci aux autorités municipales pour cette opportunité de parler des arbres et du bois ici. Merci à l'Ignome Genève d'avoir permis ça également, d'avoir mis ça sur des rails en bois. Les premiers rails du métro de Paris, c'était du bongossi, c'était pas du métal. Donc les meilleurs rails, c'est encore une fois du bois. Forcément les traverses. Alors, la réflexion concernant les arbres, entre lisible et invisible, pour reprendre le titre de ce livre, qui est sorti et qui continue d'attirer beaucoup d'attention, aussi de stimuler la création chez les artistes. Je me suis toujours étonné à quel point ces interactions sont multiples. Ces réflexions, j'aimerais les concentrer sur qu'est-ce que ça signifie pour une ville. Les arbres, bien sûr, c'est évident, mais il y a d'autres modes de croissance pour les ligneux que les arbres, c'est ce qu'on va voir aussi. Et naturellement, le bois, qu'est-ce qu'on peut faire avec du bois de manière beaucoup plus vaste et beaucoup plus étendue, accessible, que simplement construire en bois. On peut faire d'autres choses que construire, faire des structures. C'est ces deux axes sur lesquels j'aimerais proposer une réflexion. Dans la ligne de ce livre, Les arbres entre visibles et invisibles, mais aussi dans la ligne de ce livre qui vient de sortir, le livre Paul Mitholtz, qu'on vient de sortir avec des collègues physiciens du bois, spécialiste du dimensionnement, qui établit un lien entre la filière forestière, transformation du bois, propriété du bois et la manière de dimensionner le bois dans la construction. C'est un livre assez nouveau de ce point de vue-là. C'est un livre qui met à portée l'utilisation du bois pratiquement à tout le monde. Voilà. Alors tout d'abord, une généralité, c'est la suivante, c'est que le bois, ça nous concerne de différentes manières. C'est pas seulement une réflexion qu'on doit avoir au sujet de ce matériau, et les arbres également. Les arbres nous sont connus d'une manière diverse, au travers de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, du goût, du toucher. À mesure qu'on fait plus appel à tous nos sens, plus le monde devient intéressant, devient divers, et nous parle de différentes manières. Et finalement, les arbres, en particulier dans la ville, concernent aussi notre équilibre mental, spirituel, pourrait-on dire, le tonus, considère notre approche du temps. Une ville avec des arbres, le temps a une autre dimension qu'une ville sans arbres. C'est absolument frappant. Et finalement, notre harmonie intérieure est aussi liée à la présence d'arbres. Là, ça part dans la psychologie des profondeurs, où je ne vais pas trop m'attarder aujourd'hui. Je vais prendre simplement la Sibylle de Delft pour nous accompagner un peu au travers de ce petit voyage avec les arbres en ville. Et la première réflexion, c'est que l'arbre, c'est le mode de fonctionnement de la Terre fondamental. La Terre se couvre d'arbres partout où elle a la possibilité d'en mettre. Dès que le sol, le climat le permet, les arbres prennent la place. Et finalement, il faudrait dire autrement, le climat, c'est le produit des arbres. Dès que la nature a pu mettre des arbres en place, le climat change et devient agréable, devient très propice à la biodiversité végétale et animale. Donc cette loi, elle vaut exactement de la même manière pour les villes. Dès que vous mettez des arbres, vous favorisez la vie. Et cette règle est tout à fait évidente. Et, un livre extrêmement parlant à ce niveau-là, c'est Stéphane Durand, 20 000 ans ou la grande histoire de la nature. Alors cette fonction de protection d'un paysage, de protection de la terre, vue comme organisme, est flagrante. C'est par exemple le rôle que l'Amazonie a pour les cycles hydroclimatiques et hydrologiques de la terre. Et il vient de sortir un livre, un film passionnant chez Arte sur le rôle de l'Amazonie, toutes les dernières découvertes, à quel point l'Amazonie est importante pour le climat de la Terre entière. Et finalement, ça se décline à
à tous les niveaux. Ça se décline au niveau d'une région, au niveau d'une ville. Dès que vous couvrez une ville, vous la mélangez avec des arbres, vous aurez un effet climat extrêmement concret. Mais là, c'est déjà la loi générale pour la Terre et l'Amazonie, par exemple. Alors c'est clair, la ville est connue pour avoir un effet problématique lorsqu'il y a trop de bâtis, lorsqu'il y a trop d'asphalte, trop de béton. C'est l'effet îlot de chaleur dont on parle maintenant de manière générale, c'est un fait admis. Et dans la mesure où on intègre dans cette ville des parties arborées, des parcs, on aura un effet de climatisation de cette ville, de faire diminuer légèrement cet effet îlot de chaleur. Ça c'est bien connu. Mais le problème c'est comment mettons des arbres dans une ville. C'est pas si simple que ça, c'est de plus en plus difficile. À mesure qu'il y a beaucoup d'infrastructures, il y a quelque part comme une concurrence. Donc, on va aussi réfléchir un peu à cette contrainte-là. Un chiffre est assez parlant. C'est par exemple la différence entre une surface asphaltée exposée en plein soleil. Ici, c'est une vue en caméra infrarouge. Donc, tout ce qui est jaune, rouge est relativement chaud et tout ce qui plombe dans le bleu est frais. Et là, vous avez la mesure, ça se fait aussi de manière sur le critère couleur, mais ça se fait aussi naturellement sur le critère température relevé sur place, entre une surface éclairée au plein soleil d'asphalte. Là, vous aurez une température qui sera peut-être de 20 degrés, 19 degrés supérieure à la même surface d'asphalte, mais simplement à l'ombre d'un arbre qui va faire passer cette surface d'asphalte de jaune au bleu. Et si sous cet arbre vous n'avez pas l'asphalte qui arrive directement, mais vous l'avez libéré et vous avez de nouveau un sol naturel, là ça fera encore une plus grande différence puisque vous aurez permis la respiration, l'évapotranspiration du sol, en plus de celle de l'arbre. Donc les arbres, c'est vraiment des moyens très efficaces de combattre ces effets de chaleur. C'est extrêmement concret. Et cet effet-là est aussi lié à la dimension de l'arbre. Plus l'arbre est grand, plus il aura des racines profondes, plus il est grand, plus il a des feuilles, plus il a des surfaces capables de faire de l'évapotranspiration. Donc, l'unité de travail de l'arbre, l'unité de rafraîchissement de l'arbre, de climatisation naturelle de l'arbre, c'est la feuille. Donc, combien un arbre possède-t-il de feuilles? Ça vous donne le poids climatiseur de l'arbre dans sa fonction. Donc c'est là la difficulté, c'est lorsqu'on doit parfois remplacer des arbres, on essaie de le faire le plus tard possible parce qu'on est conscient de cette valeur-là. Et lorsqu'on le remplace, on sait qu'on est en train de faire un tout petit pas en arrière, puisqu'on ne peut pas facilement le remplacer par un bel nombre de feuilles. C'est là la difficulté. Mais d'en être conscient, ça casse déjà un peu les barèmes et ça permet de communiquer de manière claire. On sait qu'il faudrait faire remplacer le même nombre de feuilles, mais on ne peut pas toujours. Et là, on a des solutions que j'aimerais évoquer aujourd'hui en plus. Donc, si on se promène dans cette ville occupée par des arbres, on a tout d'abord nos sens qui sont mis à contribution, la vue par exemple. Et lorsque vous avez les arbres, vous avez quelque chose d'absolument fabuleux dont les artistes sont conscients, mais dont nous on est inconscients la plupart du temps. Mais lorsque ça manque, ça revient à la surface que quelque chose manque. C'est par exemple ce florilège de couleurs, ce changement de couleurs, cette variété de couleurs selon les essences. Et ensuite, vous faites passer les saisons. Vous passez du printemps à l'été, à l'automne, et là vous avez un multiple jeu de couleurs qui est très important pour la culture visuelle, mais pour le bien-être, aussi pour chacun qui profite de cela. Et même le jeu de lumière au sol des arbres est quelque chose d'intéressant. Ce n'est pas simplement un jeu sans effet. On s'est rendu compte que la germination sur un sol, lorsqu'il y a ces petits light dots, ces petits points de lumière qui jouent, parce que ça bouge sans arrêt, vous avez un effet sur les plantes. C'est assez fabuleux, assez incroyable, assez peu connu. Et lorsque vous avez une éclipse solaire, vous allez pouvoir observer des millions d'éclipses solaires sur le sol forestier, parce que chaque fois que vous avez
un petit trou à travers les feuilles, vous avez l'effet caméra obscura qui va vous projeter ce qui se passe là-bas sur le sol. On peut aussi employer un saladier et puis regarder ce qui se passe dans ces petits trous laissés par le saladier sur le sol. Donc tout ça, c'est les effets de la forêt, la lumière au sol. Un autre effet, c'est naturellement de prendre conscience que ces couleurs, c'est toutes les gammes de fréquences. Et aujourd'hui, on se rend compte que chaque fonction physiologique, chaque organe a son niveau de fréquence. Et probablement que les différentes couleurs ont un effet fréquence sur les organes, sur le bien-être. Et acoustiquement, c'est connu d'avoir fait passer le La à 430 à 440, 432 à 440, a eu un effet sur le bien-être humain. Mais là, c'est l'acoustique et pas directement des arbres. Un autre aspect, ça c'est très intéressant, ça nous concerne très directement, c'est que les couronnes, c'est donc des arbres, c'est des feuilles, c'est la semi-transparence en fait. En automne, ça se libère, mais chaque fois que vous plantez un arbre dans un lieu, dans un espace, vous allez augmenter l'espace parce que vous augmentez l'interface, la quantité d'interface. Donc poumon, ce n'est pas simplement un sac à une surface, c'est une multiplication d'alvéoles qui augmente l'interface des poumons, qui augmente la capacité d'absorber l'oxygène, etc. La même chose pour la ville, chaque fois que vous mettez un arbre, vous avez le devant de l'arbre et le derrière de l'arbre dans le même espace. Pour chaque feuille, vous avez devant la feuille et derrière la feuille. Et ça donne un effet d'augmentation de l'espace absolument fabuleux. Les Japonais emploient des parois mobiles pour augmenter l'espace de leur lieu de vie, parce qu'on a chaque fois un devant et un derrière. Donc ça, c'est une manière de rendre du confort à la ville, puisqu'on a plus d'espace, mentalement aussi. Un autre aspect, c'est l'acoustique. On est en train de découvrir l'effet des fréquences acoustiques dont j'ai parlé avant. Les chants d'oiseaux ont un effet extrêmement valable, extrêmement réel sur le bien-être humain, mais aussi sur la croissance des plantes. On est en train de se rendre compte que certaines fréquences vibratoires font pousser mieux et d'autres ont un effet parfois perturbant pour le végétal. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le niveau olfactif. Moi, je connais Genève, je connais bien Lausanne, je connais très bien Zurich. J'ai vécu longtemps à Zurich. Et pour moi, Zurich, au mois de juin, c'est la ville du tilleul. On a aussi des amis de tilleul ici à Genève, probablement. Et là, vous avez l'impression de vous balader dans une tisane olfactive. C'est absolument fabuleux. Et là, plus on a ces perceptions jeunes, plus c'est inscrit dans la mémoire profonde, dans les références. Et lorsque vous êtes confronté à une nouvelle odeur, vous allez toujours vous rattraper, vous raccrocher à l'odeur que vous avez, à la même odeur que vous avez sentie pour la première fois. Je m'en rends compte personnellement, mais chacun se rend compte. On se souvient toujours d'une odeur la première fois lorsqu'on a de nouveau cette perception. Et ici, c'est la même chose, c'est les madeleines de Proust, profondément enfouies, mais précieuses. Plus on a de référents de ce niveau-là, plus ils sont constructeurs, plus ils sont structurants pour la personne humaine. Et donc, de mettre ça dans les villes, des couleurs, des odeurs, c'est vraiment créer de la culture mentale pour tous les habitants. Un autre aspect, c'est plus la physiologie médicale, c'est l'état d'ionisation de l'air. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un lieu plein de microparticules, des poussières en suspension, issues du trafic, etc., des machines aussi, des appareils électroniques, développent des poussières qui sont chargées positivement. L'effet de dire chargées positivement, c'est un euphémisme. C'est qu'ils ont perdu leur charge électrique, ils ont perdu leur charge négative, ils ne sont plus chargés électroniquement. Alors qu'un milieu naturel, déjà Georges Plaisance, le grand forestier français, a présenté ça, a en fait la capacité de charger les particules de l'air par des électrons, par des charges électriques actives. Et au bord d'une rivière, au bord du ressac de la mer, vous avez une charge électronique négative, une ionisation négative très puissante qui est bénéfique pour la santé. Et là, vous pouvez de nouveau
offrir ça aux gens qui habitent la ville. Lorsque vous remettez des arbres, vous remettez des parties vertes, des parcs avec des jeux d'eau, etc., vous allez réactiver la recharge en électrons, la recharge en ionisation négative. Ça, c'est toujours difficile d'expliquer ça, puisque l'ionisation négative est positive pour la santé. Donc l'ionisation positive est négative pour la santé. Une fois qu'on le sait, on le saura. Voilà l'aspect goût, aussi le gustatif. Le gustatif est important et aujourd'hui, on repense à des forêts jardins, à des forêts fruitières, des forêts vergers. Pourquoi pas penser ça pour les villes? Certains fruits sont peut-être problématiques puisque les arbres vont aussi faire migrer certaines substances, mais d'autres le sont beaucoup moins. Donc là, on peut repérer des espèces qui sont absolument sans problème. Si dans le sol, on a peut-être des problèmes de pollution. Le problème majeur, c'est qu'aujourd'hui, les sols urbains sont tendanciellement parfois même moins pollués que les sols agricoles lorsqu'on a matraqué trop massivement par des intrants chimiques. Et ça, c'est une autre question. Et là, le toucher est important, de mettre à disposition des gens des arbres, on peut aller toucher, les enfants. C'est beaucoup plus concret que ce qu'on imagine, c'est pas simplement de l'affect et de la sensiblerie. Et les anciens aussi s'approchaient des arbres, eux se mettaient le dos contre l'arbre, les mains plaquées contre l'arbre, et disaient qu'il faudrait rester une demi-heure pour se recharger côté soleil par rapport au tronc. C'est les anciens qui le décrivaient comme ça. Vous prenez par exemple Henri Vincenot qui décrit encore cette scène. Chez les anciens, ça veut dire quelque chose, c'est qu'il y avait des traditions de se ressourcer grâce à la force des arbres, qui sont des êtres électromagnétiques. C'est tout à fait clair que ça a un effet. Et aussi le fait de se remettre en contact corporel, pieds nus avec le sol. Pourquoi pas offrir des endroits qui sont garantis propres par rapport aux promeneurs qui viennent avec leur chien ou leur chat. Garantie propre, où on puisse de nouveau se promener pieds nus. C'est pas toujours facile dans des grands parcs, on ne sait pas qui était là avant, etc. Ça serait quelque chose comme un service assez facile à mettre en place, mais d'un bienfait énorme. La médecine américaine est en train de découvrir l'effet d'être pieds nus sur les zones d'inflammation, qui sont en général des articulations, d'où partent ensuite les maladies chroniques. Voilà, je suis encore autour des arbres. Un élément extrêmement important, là c'est beaucoup plus important que ce qu'on imagine. C'est pas seulement pour les hôpitaux que la découverte est fondamentale, que lorsqu'on voit à partir d'une chambre de convalescence des arbres, on va guérir plus vite. Une découverte médicale qui a été faite aux États-Unis, et l'hôpital Sinai Hospital a réorganisé ses chambres de convalescence pour qu'elles voient sur le Central Park. Donc ça, c'est intéressant. C'est une réalité. Et maintenant, il faut se dire, mais ça ne vaut pas seulement pour les hôpitaux. Bien sûr, ça fonctionne lorsqu'on est malade et lorsqu'il faut retrouver la santé, mais ça vaut lorsqu'on n'est pas encore malade. Et c'est en général là où on habite. Donc, un bâtiment qui a la vue sur les arbres a plus de valeur qu'un bâtiment qui n'a pas de vue sur les arbres. Et je propose maintenant aux notaires, il y a une revue qui est en train de faire sortir un article, de considérer la vue sur les arbres comme étant un facteur de valeur du bâtiment. Et ça va être intéressant non seulement pour le bâtiment, mais pour la protection des arbres aussi. Puisque d'avoir l'arbre vu des chambres de la maison, c'est un facteur de valeur du bâtiment. Et on fera plus attention peut-être avant d'évacuer les arbres qui gêneront peut-être pour les feuilles et seront beaucoup plus précieux du point de vue du bien-être des habitants. Voilà. Encore quelque chose d'intéressant que Genève a démontré, est en train de mettre en route de manière exemplaire, c'est de redonner aux arbres leur port habituel pour refermer en fait ce problème asphaltique, lui redonner de l'ombre. Et là, c'est passer de la tête de chat progressivement. C'est un travail très précis qu'il faut mettre en route. On ne va pas simplement arrêter de traiter l'arbre, il faut y aller progressivement. C'est la physiologie qu'il faut respecter. Et on sait pourquoi.
mais simplement remettre un nombre maximum de feuilles en action par rapport à des arbres qu'on rabat régulièrement. Voilà, on peut faire des choses comme ça. On peut encourager les terrasses de café à être arborées, avoir des couverts, avoir des tonnelles. Là, c'est magnifique ce qui se fait avec le platane, par exemple. Ça va se souder, on peut tresser des branches de platane et faire des tonnelles fabuleuses. Et là, vous aurez plus de clients en temps de canicule que lorsque vous avez autre chose. Ici, à droite, est-ce que quelqu'un connaît ce café? C'est pas tout à fait Genève, mais peut-être que quelqu'un connaît ce café. C'est à Lausanne, en dessous de la gare. Ah oui, bien sûr. C'est le café de Grancy. Oui. Alors là, vous avez envie d'y entrer lorsqu'il fait vraiment trop chaud. Tous les cafés pourraient finalement avoir à peu près cette structure. Et ce qui est intéressant, c'est que sous un arbre, avoir une cour intérieure avec des arbres, naturellement, c'est le luxe finalement. Même si on ne consomme pas, être sous les arbres avec ces plantes, comme on voit sur la gauche, c'est une vue d'arbre. Et sur la droite, je montre un arbre et un parasol. Et sous l'arbre et le parasol, vous avez la même ombre. Mais mettez-vous sous le parasol et vous faites ça avec la main. Et vous allez sous l'arbre et vous faites la même chose. Quelle est la différence? Sous le parasol, vous sentez que c'est un vrai radiateur, ce parasol, parce qu'il est sec, il prend à plein l'impact solaire, il chauffe, il est à 40-50 degrés, et il va diffuser cette chaleur par rayonnement. Vous aurez vraiment la tête pas tout à fait à l'aise, mais vous êtes à l'ombre. Alors que sous l'arbre, vous avez la tête au frais, parce que sous l'arbre, vous avez l'arbre qui rafraîchit, qui transpire, qui fait un rayonnement de fraîcheur. Les deux sont un rayonnement. On peut prendre une caméra infrarouge, vous allez tester le parasol et vous allez voir la différence de couleur sous l'arbre. C'est flagrant. Donc ici, on a ce phénomène de chaleur sensible, celle qui se mesure avec le thermomètre. C'est lorsqu'on est en milieu urbain ou en milieu agricole, complètement dénudé. Et la chaleur latente, c'est celle qui est baissée sur place mais libérée ailleurs. C'est le milieu forestier. Alors la nature s'invite toujours spontanément, très volontiers. Il suffit qu'il y ait juste assez d'eau dans le sol. Et lorsqu'on la laisse faire, on observe parfois des réactions intéressantes. Montpellier ou Arles, donc des villes du sud. Il ne faut surtout pas imaginer que lorsqu'on est au sud, ça ne pousse plus. Ça pousse très très bien. Il suffit que ce soit alimenté dans le sol. Même lorsqu'il fait chaud, cette liane, ce lierre, va parfaitement tenir le coup. Imaginez Montpellier cet été, ça avoisinait les 40 degrés. Eh bien, ce lierre n'a pas du tout eu de problème. Et c'est ce qui nous amène à la solution. Ici, c'est de rue de Vienne, un bâtiment au pied du Jura. Et là, on a une explication pourquoi ce lierre, cette clématite, ici c'est le café de la coopérative du Saint-Gervais, c'est absolument fabuleux. Pourquoi est-ce que ça pousse comme ça? C'est qu'on est au pied du Jura, et là-bas, vous avez des tas de sources en résurgence qui apparaissent, une multiplication de fontaines, et le sous-sol est gorgé d'eau. Lorsqu'on construit dans cette ville, on a fait le Manor il y a quelques années, pendant un hiver entier, ils avaient une piscine dont ils n'arrivaient pas à se débarrasser, ça se remplissait toujours d'eau, il fallait pomper cette eau, et ça revenait toujours depuis le dessous du Jura. Et d'ailleurs, les lianes adorent ça. Donc ici, on a une démonstration qu'on peut en fait facilement faire fonctionner la végétation sans que ce soit des arbres. Et les lianes sont intéressantes, elles n'ont pas besoin de s'agripper, de s'amarrer, d'avoir une structure porteuse comme un arbre. Il leur suffit de trouver le chemin vers des sources d'eau souterraines, mais n'ont pas besoin de faire de la solidité. Donc on n'a pas du tout les mêmes contraintes avec les lianes qu'avec les arbres. Voilà, alors là on a un bilan intéressant qui nous permet de trouver une solution même lorsqu'il n'y a pas d'eau souterraine. C'est le bilan des arbres et des forêts. Les forêts, elles reçoivent les 100% des précipitations, ici c'est à peu près 1 mètre, et 90 cm, je ne sais pas combien Genève reçoit de pluie par année. 1000 quand même, c'est ça. Donc pour 1000 mm par année, la forêt d'ici, elle reçoit donc ces précipitations, elle va utiliser pour son propre fonctionnement 50 à 70%
ça dépend des essences, ça dépend du degré d'ouverture, etc. Pour faire sa photosynthèse, pour faire sa croissance, pour faire du rafraîchissement, pour faire des nuages et aussi des précipitations. Elles envoient aussi des microparticules. Et c'est ce que fait la forêt d'une manière spontanée en utilisant seulement une partie des précipitations. Et ça, c'est le message intéressant. Le reste des précipitations est stocké dans la forêt en réserve, presque jamais utilisé en entier. Parfois, c'est entièrement utilisé. On vient de vivre quelques années comme ça où tout a été utilisé. Mais en général, il y a 30 à 50% qui vont diffuser dans la nappe phréatique et alimenter les sources et les rivières. Donc on voit la forêt, elle est autonome du point de vue de l'eau, elle n'a pas besoin qu'elle vienne d'ailleurs. Ailleurs, c'est-à-dire du ciel. Mais sachant que la forêt fait les nuages et les précipitations, c'est la sienne quelque part. Donc la forêt génère de l'eau plutôt qu'elle n'en utilise. Et ce bilan est intéressant pour nous. Vous avez ce bâtiment, ça c'est près d'Avignon. Ce bâtiment a un toit intéressant, il est à plan incliné contre l'intérieur. Donc il y a une surface de toit qui permet de capter l'eau. Et à l'intérieur, vous avez juste un arbre. On pourrait avoir beaucoup plus, parce qu'ici, cette eau, on la capte, mais on n'en fait rien du tout. Ce qu'on pourrait faire, c'est capter l'eau et la stocker dans le sous-sol, comme fait la forêt pour son eau. Ici, vous avez à peu près peut-être un huitième de la surface qui est la cour intérieure. Donc ici, à Avignon, c'est 60 cm de précipitation. Si c'était un dixième de la surface, elle profiterait en fait de 6 mètres de précipitation, le toit lui acheminant cette eau. Ici, c'est peut-être quelques mètres de précipitation si on utilisait cette eau pour alimenter la cour intérieure. Donc simplement pour dire, les villes sont absolument fabuleuses. Elles ont naturellement de plus en plus le système de captage d'énergie solaire. C'est les systèmes photovoltaïques sur les toits. Elles ont des systèmes de captage d'énergie thermique solaire. C'est des systèmes solaires thermiques, chauffer de l'eau. Mais elles ont un système de captage de quelque chose de beaucoup plus vital que ces deux premières formes d'énergie et de sources. C'est ce qu'on appelle les toits. C'est des systèmes de captage d'eau. Et ce qui est dommage, c'est qu'on évacue cette eau comme étant quelque chose de problématique, alors que c'est extrêmement précieux, de plus en plus précieux. Et maintenant, en s'inspirant des arbres et en récoltant cette eau de chaque bâtiment, sachant que chaque mètre carré de toit représente exactement 1 mètre cube d'eau, puisqu'il tombe 1 mètre par année. Par année, chaque mètre carré de toit récupère 1 mètre cube d'eau. Donc cette eau, on n'a pas besoin de la laisser tout de suite partir, on pourrait la stocker dans les sous-sols, disponibles ou à aménager. Ils sont mis de plus en plus à disposition lorsqu'on sait que la voiture est en train de sortir un peu de la ville. On essaye de garder les véhicules en périphérie, donc c'est peut-être des parkings souterrains qui vont se libérer. Mais dans les bâtiments, on pourrait aussi concevoir un certain volume dédié au stock de l'eau de pluie perçue par le bâtiment. Et qu'est-ce qu'on va faire avec cette pluie, avec cette eau de pluie? La garder au frais, naturellement, la garder à l'obscurité. C'est extrêmement important de ne pas donner accès à la lumière à cette eau, parce que vous allez garder la pureté de l'eau. Et lorsqu'il est un toit végétalisé, c'est extrêmement bien filtré, parce que la végétation du toit va extraire tout ce qui est utilisable de cette eau, et va livrer simplement de l'eau pure, comme le font les forêts. Ça traverse l'humus forestier, c'est paradoxal, mais l'eau qui sort de la forêt est d'une pureté absolue. Parce que tout a été utilisé par la microbiologie du sol, et par les plantes. Voilà. Alors, on a maintenant des possibilités intéressantes. On est en train de se lancer, il y a toujours encore des nouveaux projets, des nouvelles constructions à faire. Et là, maintenant, je vois, on a les yeux qui s'allument, on se demande, mais quelle est la surface de toit de tout ça, auquel on a trop peu réfléchi. On a aussi considéré peut-être cette eau comme étant à évacuer. Et si cette eau était à stocker, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc je vais prendre simplement un petit coin de ce projet, qui vous est certainement connu. Et là, on va se dire, mais ce toit-là, avec toute l'eau qu'il capte, on pourrait l'habiller selon le modèle de l'arbre. C'est-à-dire, l'arbre a une couronne de tous les côtés, nord, sud, est, ouest. Les lianes, elles ont besoin de support. Tous les bâtiments ont une façade nord, sud, est, ouest.
Et spontanément, la végétation aimerait faire ça, aimerait recoloniser. La nature veut coloniser tout ce qui est possible avec du ligneux. Donc lorsqu'on construit, on est en train de mettre en place quelque chose qui est extrêmement alléchant pour les plantes. Les plantes ne demandent que de grimper. Même la vigne grimpe volontiers. La vigne, pas du tout destinée à garder la taille d'1,50 m ou de 2 mètres, parce que c'est plus facile de récolter. La vigne demande à monter dans les arbres. Autrefois, au Moyen-Âge, on prenait des échelles pour aller cueillir le raisin, des grappes grandes comme ça. C'est devenu, on l'a oublié, mais c'est ce que veut la vigne. Donc, revégétaliser avec l'eau qu'on a récupérée. Et là, ça devient intéressant. Un livre fabuleux qui vient de sortir, Éloge des lianes, vous donne le florilège de tout ce qui est possible. Alors, si vous voulez des fleurs, vous mettez la clématite ou vous mettez du. Comment ça s'appelle celle d'en haut à droite. La passiflore, c'est fabuleux, c'est somptueux comme fleur. Si vous aimez les fruits, vous mettez du kiwi. Si vous aimez la salade, vous pouvez faire pousser la salade. Il ne faut pas faire comme le quai-branly, c'est très artificiel, on peut le faire très naturellement. Si vous voulez avoir du raisin, vous faites pousser du raisin. Et le vin, c'est intéressant, ça peut être de la vigne sauvage naturellement, mais pourquoi pas du raisin? Parce que les villes seront de moins en moins polluées avec ces systèmes, de l'air de plus en plus pur. Et si vous préférez la bière, vous allez faire pousser du houblon. Et surtout à végétaliser, si vous êtes amateur de bière, vous allez mettre de l'orge. Voilà ce qui est intéressant. On ne peut pas mettre des arbres sur le toit végétalisé. Heureusement, parce que ce serait compliqué. Mais on peut mettre des lianes sur le côté et puis des arbres ailleurs. Voilà, ça c'est pour les arbres. Maintenant, on a entendu parler du bilan carbone des bâtiments, du construit. C'est clair que construire comme à gauche ou comme à droite, ça fait une grande différence. Parce que c'est énergivore, surtout lorsque des matériaux purement minéraux ou métalliques, ça ne concerne que de l'énergie grise, de l'énergie pour construire, alors que les constructions en bois, matériaux organiques, ça consomme moins d'énergie pour construire, mais ça en stocke beaucoup lorsque on bloque le carbone sous cette forme. L'école d'ingénieurs du bois à Vienne a stocké 1380 tonnes de CO2 par exemple. Donc on arrive à construire maintenant des bâtiments qui stockent plus de carbone qu'ils n'en ont émis pour la construction. Ça, c'est des bâtiments bons pour le climat, alors vraiment, parce qu'ils ont délesté l'atmosphère par le fait d'être construits en bois. Et pour ça, il faut des forêts et des arbres, dont on parle aussi. Voilà, donc le bilan, par exemple, pour calculer ce qu'on appelle la neutralité carbone, il faudrait être positif par rapport au carbone, pas seulement neutre, il faudrait rattraper du carbone, pas seulement ne plus en émettre. Ça signifie simplement, en comparant les matériaux, l'acier émet uniquement 26 mégajoules par kilo, c'est une certaine quantité d'énergie. Un kilo de bois, lorsqu'on le brûle, émettrait 16 mégajoules par kilo. Eh bien, le carbone séquestré, il séquestre, lorsqu'on le garde pour construire, c'est 16 mégajoules par kilo. Donc, on a le choix des matériaux, mais on n'a pas toujours assez de ce matériau bois à disposition. Mais au moins, le maximum de ce qui est possible devrait être utilisé d'abord pour construire, parce qu'on construit de manière à réduire l'effet climatique, plutôt que pour chauffer, parce que lorsque vous chauffez avec du bois, vous allez réémettre le CO2 directement dans l'atmosphère. Vous allez même diminuer le stock vivant de la forêt et le faire repartir dans l'atmosphère. Donc c'est l'effet cascade. D'abord construire, ensuite isoler avec du bois, et tout à la fin, avec ce qui reste, chauffer, grâce à ces bilans. Donc c'est des réflexions qui vont dans les livres les plus récents, c'est plus 3 degrés C, degrés de carbone, Celsius, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on a compris, l'augmentation de la température n'est pas forcément absolument fatale. Les tropiques nous le démontrent. Les tropiques sont plus chauds que 3 degrés ici, température moyenne. Mais c'est très, très, très facile, très agréable d'y vivre. Pourquoi le climat était aussi favorable sous les tropiques alors qu'ils ont 3 degrés de plus? C'est parce qu'il y a des arbres là-bas. Donc la réponse à 3 degrés de plus ici, c'est mettre les arbres là où c'est possible. Voilà. Alors le bilan carbone, on peut le faire de manière un
peu sérieuses ou moins sérieuses. Lorsqu'on met de la végétation sous cette forme-là, c'est une ville que je connais très bien, je ne vais pas la nommer, des grands bacs qu'il faut amener des camions, remplir de terre, etc. Et puis on fait pousser des choses là-dedans. Est-ce que c'est vertueux du point de vue du bilan carbone? C'est énormément d'énergie pour faire pousser quelques plantes qui, bien sûr, elles sont bien, ces plantes. Les chats vont s'y promener, mais est-ce que ça va compenser? Est-ce que ça va vous faire du climat dans la ville? Là, j'en doute, parce qu'on a émis du carbone pour le mettre en place. Ou bien ça, une ville entre la précédente et l'actuelle, vous connaissez peut-être l'endroit, près d'une gare. Ici, on les voit à peine. Dans les deux ronds rouges, on a fait de la végétalisation. Et qui se moque-t-on? Ça ne va pas. Et en fait, c'est problématique. Et encore une fois, c'est source de problèmes et les gens deviennent finalement nerveux parce qu'inconsciemment, ce n'est pas un message authentique. Donc il faut vraiment faire les choses sérieusement. Et donc, voilà. Je voulais dire ici, un tel bâtiment, on peut sans problème le végétaliser. Chaque balcon est végétalisable et chaque façade est végétalisable. Il faudrait encourager les gens, et là il y aurait des moyens très simples. D'abord que la municipalité mette à disposition l'eau pour arroser, qu'on n'ait pas besoin, lorsqu'on a des plantes de balcon, d'aller à la salle de bain pour remplir un arrosoir et traverser le salon. C'est fini, ça, c'est plus des bâtiments modernes. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait un service d'approvisionnement en eau de pluie depuis l'extérieur qui remonte tous les bâtiments pour alimenter chaque balcon et quelque chose qu'on vidange chaque hiver parce que ça va geler et va faire sauter les canalisations si ça gèle. Et on alimente à partir de chaque printemps, comme on le fait dans les jardins, tous les balcons. Et on incite, on encourage les gens à mettre de la végétation sur leur balcon, qui mettent des tomates ou des kiwis ou ce qu'ils veulent, ça n'a pas d'importance, mais qu'il y ait quelque part une incitation pour faciliter et même gratifier, parce que ces gens font du climat urbain. Pourquoi pas imaginer une rubrique dans la déclaration d'impôt? Je rêve, mais j'aime bien rêver, et souvent ça a des effets. Voilà, tout ça c'est végétalisable. Donc, pour revenir sur le bilan carbone, c'est que pour une calorie fossile concernant le bois, on arrive à stocker 7 calories bois. Le bois, la forêt a aussi besoin d'aménagement, de routes, de véhicules, de machines, jusqu'à la scierie, sécher du bois. Tout ça, c'est les petits cercles blancs dans le grand cercle brun. Et le cercle brun, c'est le potentiel énergie de chaque unité bois. Donc c'est seulement une petite partie de ce potentiel qui est utilisé pour mettre le bois à disposition. Et ça c'est intéressant, c'est un bilan extrêmement positif pour fournir une calorie constructible, comestible, quelque part, c'est le même calcul pour l'alimentation. La forêt a un mode de fonctionnement basé sur une alimentation des forêts qui n'a pas besoin d'engrais ni de pesticides. Elle fonctionne toute seule, elle livre un produit bénéfique de ce point de vue-là. Le bilan pour l'agro-industrie actuelle est l'inverse. C'est qu'il faut 7, parfois 12, parfois 20, si c'est selon les modes de fonctionnement, calories fossiles pour produire une calorie comestible. C'est ça le grand problème dont on parle trop peu, c'est le mode de fonctionnement de l'agro-industrie et en fait aussi facteur de réchauffement climatique. Alors que la forêt, y compris le bois, est facteur de réduction du réchauffement. Voilà. Il n'y a pas que le bois, ça s'intéresse beaucoup l'agriculture, l'agronomie. Il y a aussi d'autres matériaux organiques qui deviennent extrêmement intéressants, qui sont d'une puissance incroyable. C'est le matériau organique le plus résistant qui existe, c'est le chanvre. Avec le chanvre, on faisait les voiles, on faisait les cordages pour les bateaux en haute mer. Donc l'atmosphère océanique salée, il n'y a rien de plus puissant pour corroder le métal, pour corroder toutes les matières. Eh bien le chanvre résiste à ça.
on construisait les cordages, on faisait les cordages et on tissait les voiles avec du chanvre. La plaine du Pô, c'était extrêmement riche en chanvre et la France est en train de revenir le deuxième producteur mondial de chanvre. Pourquoi est-ce que je parle du chanvre? D'abord parce qu'on a redécouvert le chanvre comme étant une des composantes intéressantes pour construire aussi avec du ciment, parce qu'il y a tellement de chanvre qu'on arrive à rétablir la balance, mais aussi pour végétaliser les façades. Il faut quand même réfléchir au problème que si vous mettez, pas comme dans les bâtiments anciens, les lianes directement contre la façade, ce n'est pas toujours possible lorsque c'est du métal, lorsque c'est du verre, etc. Il faut une certaine distance. On va naturellement ouvrir les ouvertures, il faut que la lumière puisse entrer, mais il faut une certaine distance entre le support de la liane et la façade. Ça se construit, ça se conçoit. Et pour supporter cette végétalisation, jusqu'à présent on employait du métal, des filins en métal, mais ça c'est pas végétal compatible. Le végétal ne veut pas construire, pousser sur du métal. C'est froid et chaud, etc. C'est très dommageable pour une bonne croissance. Et là, le chanvre entre en matière, c'est créer quelque chose comme un maillage à la distance voulue de la façade pour que le végétal puisse y pousser librement dans les meilleures conditions possibles. Et ça permet ensuite de maintenir de faire une maintenance de la façade sans problème et de remplacer, lorsque c'est nécessaire, ce maillage de support. Voilà, de construire aussi avec du chanvre, avec un bilan positif. Et là, c'est par exemple un bâtiment en chanvre, construit qui a eu un prix en 2016, la maison de chanvre, avec un climat intérieur tout à fait intéressant. C'est un matériau organique, c'est biocompatible, c'est autre chose que des plastiques. C'est climat régulateur, et lorsque c'est en bois, ça a même un effet protecteur contre les rayonnements haute fréquence. La téléphonie mobile, et ça c'est une bonne nouvelle, n'est plus perceptible à l'intérieur des bâtiments parce qu'on est protégé. Et aujourd'hui, on sait que c'est peut-être un problème d'être trop soumis à ces hautes fréquences. Voilà, la dernière chose, c'est que lorsqu'on pense au bois, on pense toujours à construire en bois, mais le problème, c'est le nombre de mètres cubes à disposition. Et là, on devrait passer des mètres cubes au mètre carré. C'est comme des arbres individuels qui ont besoin de leur structure, c'est passer aux surfaces de façade occupée par du végétal, où c'est plus tellement du mètre cube, c'est du mètre carré. Et bien la même chose, invisible, on peut mettre le bois en place à l'intérieur des bâtiments, en termes de mètres carrés, et là il faut beaucoup moins de bois, avec un effet beaucoup plus grand. C'est lorsque vous reboisez les parois intérieures, vous allez avoir tout d'abord un effet physiologique. Lorsqu'on prend de l'arole par exemple, ou bien du bois de pin, vous avez un effet sur la fréquence cardiaque. Vous dormez mieux, et même des salles d'école ont été testées avec un habillage en bois, et ces salles ont eu des élèves complètement transformés, ils étaient moins stressés, moins fatigués, parfois un peu plus animés parce qu'ils échangeaient plus, mais moins amortis que dans les classes standards, avec le même effet sur les battements de cœur. Voilà une découverte qu'on vient de faire sur les effets du bois, comme habillage, comme l'engrissage de l'intérieur des pièces. Et pour ça, il faut beaucoup moins de bois que tout construire. Et le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce qui existe aujourd'hui, de tout le bâti actuel. C'est avec celui-ci qu'il faut travailler, et pas seulement avec ce qu'on fait de nouveau. Donc, comment apporter du bien-être aux gens, à toutes les personnes, c'est leur mettre à disposition des bâtiments et des pièces habillées de ce genre-là. Et on pense même plus loin, c'est que de mettre à disposition des pièces habillées en bois devrait faire partie du patrimoine privé. C'est-à-dire, on a des systèmes modulables qu'on met dans la chambre à coucher et qu'on peut emporter comme des tableaux pour remettre dans la prochaine chambre à coucher après avoir déménagé. En bois, naturellement, pour apporter ce climat. Et l'effet est intéressant, aussi du point de vue des économies d'énergie. Et là, on revient à cette notion de radiateur organique, ces parois intérieures en bois lorsque c'est massif, mais aussi lorsque c'est un habillage. C'est une partie de la paroi qui reste chaude toujours. Elle n'atteint jamais les températures que le minéral subit en descendant. La nuit, par exemple, ou bien sûr les saisons. Et là, vous avez un effet intéressant. On doit chauffer une pièce à une certaine température pour se sentir bien. On parle toujours de ces 22 degrés, c'est trop, 21 c'est mieux, 20 c'est mieux, 19
est une recommandation. Mais on parle toujours de cette température de chauffage par convection. Mais on ne parle jamais de la température des parois. Ça, c'est une radiation thermique qui a lieu. J'ai parlé de ça, de l'asphalte, etc. Les parois font une radiation bleue ou rouge, selon si elles sont froides ou chaudes. Et là, la solution très simple, c'est de passer de parois froides à des parois chaudes avec un habillage intérieur organique. Ça peut être du bois, ça peut être du chanvre, ça peut être des tentures aussi. Autrefois, les châteaux étaient entourés de tentures à l'intérieur pour empêcher la radiation froide des murs. Et bien, on peut faire la même chose. Et là, ce qui est intéressant, c'est la physique des bâtiments. C'est une discipline dans laquelle avec laquelle je vais faire avec les étudiants. C'est que lorsque vous avez des parois froides, on a ça ici, ça c'est la température de la surface des parois. Il aurait fallu mettre cet axe de ce côté-ci. Lorsque les parois ont 13 degrés de température, faites le test chez vous, parois externes, près de la porte d'entrée, 13 degrés de température, pour avoir un sentiment de confort, un sentiment de confort d'habitat, vous devez chauffer à 25 degrés. Si vous montez la température à 17 degrés, il vous suffit de chauffer à 20 degrés pour avoir atteint le sentiment de bien-être, d'un milieu confortable. Voilà, ça c'est une règle très intéressante qu'il faudrait vraiment communiquer. Et avec beaucoup moins d'efforts et beaucoup moins de matériel, vous avez un effet d'économie d'énergie absolument fabuleux. Descendre à 19 degrés, d'accord, mais ce sera encore plus simple lorsqu'on aura remonté, fait grimper la température des parois avec un matériau organique biocompatible. Voilà, c'est ce que je voulais raconter aujourd'hui. Rapprochons-nous des végétaux, ils nous veulent du bien. Merci de votre attention.